Donc, nous avons, s'il me semble, comme chair, le docteur Géraldine Pignot. Et Stéphane Suppiot a dû rentrer à Nantes pour un petit souci, donc il sera remplacé. Aude, tu as le courage? Allez, merci beaucoup. Alors effectivement, pour cette session qu'on enchaîne pour pouvoir effectivement garder le goûter pour après, on va parler des stades oligométastatiques dans les tumeurs génito-urinaires. Et on va commencer par redéfinir un petit peu les choses et les enjeux de la maladie oligométastatique avec Gilles Créange. Bonjour, merci. Alors, le plan de la présentation, on va parler définition, c'est définition, enjeux, perspectives de la maladie oligométastatique. Donc c'est très large, on ne parle pas forcément de tumeurs urologiques, même s'il peut avoir des exemples sur les tumeurs urologiques, mais les topos suivants vont être dédiés sur les cancers de prostate, la prise en charge des cancers de prostate, de vessie et du rein, donc je ne vais pas déflorer le sujet de mes collègues après, je passerai très rapidement à ce moment-là, comme certains sujets qui ont été traités ce matin par Yves sur la biologie, donc je le remercie, il a pris du temps, mais ça va nous faire gagner du temps aussi pour finir la journée. Ensuite, on va parler de l'evidence-based medicine, pour faire ce qu'on appelle les MDT, Metastasis Directed Therapy. Explorer un peu les questions de biologie dans le contexte de la thérapie ciblée de la métastase et puis les principes thérapeutiques qui sont en train d'émerger avec les futures phases 3 qui vont être designés et qui démarrent. Alors, la définition de la maladie oligométastatique, elle est basée sur l'imagerie, principalement avec des imageries conventionnelles, des imageries moléculaires de nouvelle génération. Vous savez, différents stades, le stade de novo synchrone, de novo métachrone, l'oligoprogression, l'oligorécurrence, l'induced quand on est polymétastatique, mais que finalement, à l'issue du traitement, on fait une oligoprogression, oligorécurrence. Donc les différents settings ont été bien définis. Ça a été défini sur de l'imagerie, ce qui est mon problème aujourd'hui, ce qui est notre problème, ce qui est un problème général avec des définitions originelles au milieu des années 90, 1 à 3, une à 3 métastases, des essais de phase 2 ou de phase 3, c'est 1 à 4 métastases. Et puis la définition de Hellman, Weichelbaum, qui donc définissent au milieu des années 90 cette nouvelle entité comme pouvant être incluse dans une fenêtre de curabilité, parce que étape intermédiaire, en se disant est-ce qu'on est dans la théorie de Hallstedt avec une évolution contiguë d'une cellule qui vient de la tumeur primitive et qui a migré, et on repart sur un Hallstedt 2, ou est-ce qu'on est réellement déjà dans une maladie systémique avec la théorie de Fischer? On ne sait pas. Alors, ils avaient mis le cut-off à 5. Bon, en fait, aujourd'hui, avec l'imagerie, une nouvelle modalité, c'est vrai que moi, je dis une à quelques-unes. Parce que finalement, avec le TEP scanner, on a plein de lésions qui ne condensent pas forcément. Et quand on voit un malade avec 6 métastases, 7 métastases, qui a un intervalle libre de 10 ans, un PSA qui est faible, un temps de doublement qui est long, je ne peux pas l'exclure à une maladie, dire qu'il n'a pas une maladie oligométastatique. Et donc, on voit bien qu'il nous manque, il y a une partie cachée de l'iceberg qui est définir, au-delà de l'image, l'agressivité de ce stade oligométastatique que l'image capte et que la biologie, probablement, on espère, nous permettra de compléter au-delà de l'imagerie. Parce que qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? On regarde les caractères d'agressivité de la tumeur primitive. Alors, on retourne dans le stade T, le Gleason, l'intervalle libre, le temps de doublement du PSA, pour essayer de rajouter un profil évolutif favorable ou défavorable à cette maladie oligométastatique. Mais sinon ça, juste avec ça, moi je suis bien embêté aujourd'hui, avec de l'imagerie moléculaire de nouvelle génération, puisque vous le voyez bien, entre un bone scan normal, un TEP PSMA, et puis l'intelligence artificielle qui va lire un TEP PSMA qui pourrait être sans métastase ou oligométastatique, et qui pourrait en faire une maladie polymétastatique, même quand on est sur de l'imagerie de nouvelle génération. Donc c'est quand même très, très confusogène tout ça.
Alors, l'evidence-based medicine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, alors on a quand même pas mal de choses, hein. On a pas mal de choses dans différents types de cancers et des phases 2 randomisées, des phases 3. Vous voyez qu'il y a quelques essais qui sont négatifs, mais que la majorité de ces essais sont positifs, avec des endpoints différents, mais avec quand même pas mal de phase 2 ou phase 3 où on a aussi de la survie globale. Donc, quand on voit juste la partie visible de l'iceberg sur une imagerie conventionnelle, pour la majorité de ces essais, quelques-uns peut-être avec de l'imagerie de nouvelle génération, eh bien, peut-être qu'on peut ralentir l'évolution de cette maladie systémique quand même, avec un impact sur la survie. Alors, il faut sans doute explorer la partie cachée de l'iceberg et pas se contenter de faire de l'imagerie et avoir des biomarqueurs qui seraient différents de juste caractériser l'agressivité de la tumeur primitive avec un Gleason, etc., blabla, ce que je vous ai dit juste avant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le radiothérapeute, lui, il travaille, il est arrivé progressivement dans le cancer métastatique, avec un métier qui est sur de la médecine de précision, comme l'oncologie médicale, et une thérapie qui est ablative, mais qui est guidée par l'imagerie. Alors que dans le cancer polymétastatique, on est de plus en plus, avec les biomarqueurs, vers de la médecine personnalisée, guidée par la biologie. Et c'est vrai que dans cette situation de maladie oligométa dont on ne connaît pas forcément l'agressivité et le profil évolutif pour savoir s'ils sont réellement oligométa, on doit probablement aller sur ces stades oligométastatiques en imagerie vers une médecine personnalisée et trouver des biomarqueurs ou des caractéristiques qui nous permettent de plus personnaliser la prise en charge que de juste faire une stéréotaxie ablative de la métastase visible. Et donc guidé par l'imagerie, la prise en charge, mais guidé certainement dans le futur par la biologie. Alors la biologie, c'est compliqué, donc c'est là que je gagne du temps grâce à Yves. Mais bon, vous avez donc ces deux théories de Halstead et Fischer qu'on pourrait essayer de ramener à la maladie métastatique avec une évolution métastatique qui est linéaire, donc le même clone que l'on retrouve dans une métastase, et quand on fait des métastases, cette évolution est assez linéaire. Et puis dans l'arbre phylogénétique de la maladie métastasée, on peut avoir une évolution parallèle avec des clones qui donnent des branches et qui évoluent pour leur propre compte et donnent d'autres branches avec cette théorie d'une arborescence. Se rajoute à ça l'hétérogénéité intratumorale sur laquelle a insisté Yves ce matin, et puis les cascades, la théorie de la cascade métastatique. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis l'hétérogénéité clonale, c'est sûr que plus la métastase devient hétérogène et se développe, et puis entre le moment où le clone s'est propagé et puis le moment où la métastase devient visible, on est déjà sur quelque chose de probablement très hétérogène. Et si c'est qu'une oligométastase, pour cette raison, on est peut-être déjà dans une situation polymétastatique avec les différentes cascades linéaires ou parallèles que je vous ai citées juste avant. Alors vous connaissez cette analyse où on voit sur la partie de gauche analyse génomique faite sur 10 patients. Donc ça, c'est un Nature de 2015 que vous connaissez bien, qui est multicité. Et vous voyez bien sur la partie de gauche que quand on cherche les anomalies, les signatures génomiques des malades qui ont été prélevés sur une tumeur primitive, sur des ganglions ou des métastases, on peut retrouver cette évolution linéaire où il y a probablement une place très forte pour des traitements locaux ablatifs et une place pour des traitements systémiques, mais qui est peut-être plus discutable si on veut personnaliser et désescalader. Et sur la droite, une arborescence, plutôt une évolution parallèle que linéaire, avec de multiples branchages dans les anomalies génomiques au niveau des différentes métastases retrouvées, pour laquelle il y a probablement dans la personnalisation du traitement un intérêt à intensifier les traitements systémiques, et une question à se poser sur la place encore du traitement local, est-ce qu'il pourrait encore augmenter la survie sans progression ou la survie globale. Alors les micro-ARN, je passe. Dans la prostate, par exemple, il y a la famille des micro-ARN de sang, ça a été dit, et c'est vrai que ces micro-ARN, c'est aussi un biomarqueur fort qui pourrait avoir un rôle déterminant dans l'adhésion cellulaire, la motilité, le potentiel invasif métastatique, avec en préclinique des impacts en survie qui sont assez importants, mais je passe, ça a été dit largement. Et vous connaissez le cas de donc c'est un seul patient,
qui avait un cancer de prostate et pour lequel on a regardé sur une analyse post-mortem 17 ans après. Donc si on regarde, en fait, c'est l'intervalle libre qu'on utilise souvent, nous, dans nos réflexions pour savoir si c'est une vraie oligométastase, si ça peut être une maladie polymétastatique. Donc là, 17 ans après, il a des métastases, ce patient, donc il rechute très tardivement. Et quand on regarde les anomalies au niveau génétique, anomalies dans la tumeur primitive FITEN, SPOP, TP53, et qu'on recherche dans les métastases ce que l'on retrouve, eh ben on est sur une évolution assez linéaire et pas sur une évolution parallèle avec un arbre phylogénétique qui donne des mutations multiples. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution temporelle de ces mutations, malgré tout, même si on est sur une évolution génétique et qu'à la fin, seulement là, ça devient un arbre phylogénétique. TracerX, même chose dans le cancer du rein. Alors, 33 patients, 95 patients, c'est une très très belle étude qui est multicitée. Donc, on peut prendre l'exemple du cancer du rein. Et je vous invite à lire les travaux de Chris Swanton. Et Yves en a parlé ce matin de TracerX. Donc là, je suis content, ça va me faire gagner du temps. Alors, la stéréotaxie, les traitements ablatifs de la métastase, dans tout ça, c'est vrai qu'on pourrait scier les branches de l'arbre phylogénétique et à la première métastase qui apparaît, empêcher les branchages de se développer, qu'on soit dans une évolution linéaire ou qu'on soit dans une évolution parallèle. Quand on regarde la maladie métastatique et la façon dont elle se développe, vous connaissez l'hypothèse de Simon Norton. Et c'est vrai qu'il est probable qu'associer les traitements, même si on est dans une maladie polymétastatique, a du sens parce que la stéréotaxie en elle-même réduit les grosses masses macroscopiques. Et si on réduit une grosse partie de la charge tumorale macroscopique grâce à un traitement ablatif, on va augmenter potentiellement l'efficacité aussi des traitements systémiques. Donc c'est la théorie de Norton-Simon. Et c'est vrai que l'évolution des clones létaux, elle est exponentielle. Et quand on arrive sur la fin de la maladie, la fin de vie, on arrive sur une phase de plateau. Et en fait, tous les cycles de chimio que l'on peut faire, d'immunothérapie, avant, dans cette phase exponentielle, ralentissent, mais la maladie revient, progresse, jusqu'à ce qu'on arrive à une phase de plateau, où quoi que l'on fasse, on est sur la phase de plateau létal. Mais rajouter la stéréotaxie dans cette partie exponentielle à ces cycles d'immunothérapie ou de chimiothérapie pourrait décaler l'apparition de cette phase de plateau. Donc c'est la théorie de Norton-Simon. Alors le timing de la découverte de ces métastases, on sait très bien que le pronostic d'un cancer de prostate métastatique de novo n'est pas le même qu'un cancer de prostate oligométastatique métachrone, et que si vous regardez un oligométastatique métachrone, par exemple de prostate, à droite, il a la même survie qu'un malade qui a une rechute biochimique. Et pourtant, on commence à avoir des métastases. Même survie. Là, vous avez la survie sans apparition de la résistance à castration et puis la progression radiologique. Donc, il y a différentes entités avec des timings différents. Alors, pour sélectionner les malades, pour les traiter avec les MDT, la stéréotaxie ou la chirurgie de la métastase, il y a des phases de randomisées que je vous ai citées. Mais finalement, vous voyez qu'il n'y avait pas de PET scanner. Donc, on est sur de l'imagerie conventionnelle, sauf une, STOMP, mais c'était du tepcoline. Et quand vous regardez les critères d'inclusion, l'intervalle libre à l'inclusion, parce qu'on dit c'est du métachrone, c'est pas du synchrone. Comet, je ne sais pas, c'était quoi l'intervalle libre. STOMP, c'était au moins 1 mois. Et puis Oriol, c'était plus de 6 mois. Est-ce qu'on est vraiment dans de la maladie métachrone? On n'a pas la répartition. Et il y avait probablement des malades synchrones dans tous ces essais aussi. Si on regarde les biomarqueurs, la biologie de cet état métachrone-synchrone du cancer de la prostate, on voit bien qu'en effet, on a des biomarqueurs qui nous permettent de mieux sélectionner les malades métachrone oligométastatiques. Parce que TP53, par exemple, vous voyez que quand il est muté dans le cancer de la prostate, le pronostic est très différent. Et si vous regardez à ce moment-là un malade qui est TP53 muté, oligométastatique ou alors polymétastatique, le fait qu'il soit TP53 fait qu'il ait de mauvais pronostics. Mais vous pouvez être polymétastatique avec un TP53 wild, le pronostic il n'est pas si mauvais par rapport à un oligo. Donc on a besoin de cette partie-là pour sélectionner nos malades. Donc ça on sait faire. Ablatal metastasis on sait faire.
Traiter la tumeur primitive, on sait faire. Réduire le temps de traitement, on sait faire. Mais là où on n'est pas encore assez bon, c'est la sélection des malades. Donc pour ça, les biomarqueurs, il y a des essais qui commencent à être designés avec des études ancillaires, je vais passer rapidement, où on fait des CTC, où on a de l'ADN tumoral circulant, des cytokines dans le plasma. Donc je vais passer parce que très rapidement, l'étude Safran 2 de Shankar Siva, vous voyez bien que par exemple, quand on irradie des métastases en 1 fraction ou 4 fractions, on voit bien qu'on a des marqueurs immunitaires, CTLA4 ou PD-1, qui sont impactés à 1 mois par le traitement ou l'absence de traitement, et même le fait de faire en 1 séance à dose unique versus 4 séances en dose unique, ça donne une réponse immunitaire différente. Donc c'est un champ d'investigation très important pour sélectionner les malades. Et on voit bien, ça c'est Chad Tang qui l'a publié, que le fait de faire la stéréotaxie sur des oligométastases, ça diminue la charge tumorale en ADN circulant, avec moins de mutations qui peuvent être détectées. Donc il y a vraiment un vrai rationnel. Alors je vais conclure avec les essais du futur, parce que finalement je vous ai dit 1 à 5 ou 1 à plus que 5, parce que si on va sur la future génération d'imagerie qui nous montrera 6-7 métastases quand le TEP-PSMA en montre 3, ou une biologie qui nous dira qu'il y en a plus que les 3 que l'on voit, qu'est-ce que l'on va faire et est-ce que l'on sera capable de traiter ces maladies-là? Alors, il y a 2 stratégies pour le cancer de la prostate, oligopresto. C'est de se dire qu'il y a de l'hormonothérapie longue, au minimum 2 ans, voire à vie, et on fait la thérapie ciblée en plus, on combine les deux. Mais on voit bien qu'en l'absence de biomarqueurs, on est dans une situation où on n'arrive pas à personnaliser les traitements, parce que dans d'autres pays ou sur d'autres continents, on considère ces malades comme étant accessibles surtout à un traitement local, avec déjà une désescalade du traitement systémique. Donc Pierre en parlera après. Les futurs essais, sera-t-on capable de traiter plus de 4 métastases? Donc après Saber-Comet, vous avez Saber-Comet 10 et vous avez AREST 2. Saber-Comet 10, donc je passe rapidement, mais l'objectif principal pour des malades avec 10 métastases visibles, un objectif principal de survie globale. Donc essai en cours, je ne sais pas si c'est fini ou pas, si quelqu'un a l'info, mais essai en cours. Donc ça, c'est un essai qui est très attendu, 200 malades. Et puis AREST 2. AREST 2, c'est un vrai changement de paradigme pour les radiothérapeutes. Pour être inclus dans AREST 2, on va traiter en radiothérapie stéréotaxique des malades avec au moins 11 métastases. Est-ce que l'on est capable de faire ça? Vous savez que les radiothérapeutes, ils regardent le millimètre qui est couvert, pas couvert par la dose. Est-ce qu'on va être capable de faire ça sur 11 métastases? Et finalement, c'est un vrai changement de paradigme parce qu'on va traiter du mieux que l'on peut. Et certaines métastases seront couvertes partiellement, d'autres non, mais il y a un traitement systémique associé. Et c'est simplement le fait de pouvoir traiter au mieux le maximum de métastases. Donc c'est très attendu. Et vous voyez qu'il y a même des études qui ont été faites, dosimétriques, pour savoir si aujourd'hui on est capable en radiothérapie de traiter 24 métastases, 30 métastases ou 50 métastases. Et c'est possible en 18 à 29 minutes. Donc ça reste 2. Ça, c'est intéressant et c'est à suivre. Alors, en conclusion, donc, il y a un niveau de preuve quand même fort pour encourager cette thérapie ciblée de la métastase, avec des résultats d'essais encore en cours et à venir qui sont très attendus. Une biologie, une analyse de biologie et de l'arborescence phylogénétique qui donne un rationnel fort pour se dire que les 2 traitements doivent être associés, mais que la stéréotaxie va aider à couper les branches de l'arbre phylogénétique pour renforcer l'effet du traitement systémique. Alors, donc, des essais, des analyses ancillaires sur ces biomarqueurs qui sont très importantes et très attendues, et il va y avoir une compilation de 500 malades au travers d'essais randomisés de phase 3 Saber qui vont nous donner du grain à moudre et des éléments plus forts, j'espère, pour nous aider à mieux sélectionner les malades. Et puis donc la prochaine génération d'essais randomisés, vous voyez qui va repousser les limites de la thérapie ciblée de la métastase par radiothérapie stéréotaxique ou par chirurgie. Je vous remercie. Merci Gilles. On va appeler Pierre Blanchard pour nous parler de traitement des cancers de prostate oligométastatiques. Et merci Aude. On parlera, on fera les questions à la fin. On va faire 10 minutes. Oui, 10. Oui.
Donc les conflits d'intérêts, puis surtout que moi, vous connaissez, je pense, beaucoup ce que je vais vous raconter, parler un tout petit peu de bilan d'extension, de pronostic de la maladie et de l'importance du traitement systémique, du traitement local et du traitement des oligométastases. Donc le bilan d'extension, quand on parle de traitement des oligométastases, mais Gilles l'a déjà dit, c'est important de savoir comment on les a définis, et ce n'est pas la même chose s'ils sont définis sur bilan d'imagerie conventionnelle, sur PET-choline ou sur PSMA. Vous savez que le PSMA est plus sensible que le bilan d'imagerie conventionnelle. Ça, c'est l'étude pro-PSMA que vous connaissez. Vous savez qu'il est aussi plus sensible que le TEP-choline. Ça, c'est une vieille analyse de 2018 sur des rechutes biochimiques après traitement local. Mais ce qui est plus nouveau, c'est qu'il est aussi plus spécifique que le bilan conventionnel, et que dans le bilan conventionnel sur la scintigraphie osseuse, non seulement on voit moins de choses, mais on a des choses qui sont moins spécifiques. Le PSMA, c'est pas parfait du tout, hein. Il y a les nucléaristes qui connaissent mieux que moi, mais en tout cas, c'est plus spécifique. Donc on a un examen qui est plus sensible, plus spécifique, et si on veut définir une maladie oligométastatique et la traiter localement notamment, il faut utiliser un examen sensible. Le problème, c'est évidemment la correspondance entre le bilan d'imagerie conventionnelle et les bilans d'imagerie de nouvelle génération. Et je pense que nos collègues nucléaristes vont travailler pour qu'on arrive à pouvoir faire parler les anciennes études avec les examens d'aujourd'hui. Et ça, c'est pour bientôt. Ça, c'est la première partie. Vous voyez, je vais plus vite. La deuxième, c'est le pronostic. Alors, cancer de prostate métastatique, vous savez qu'il y a des marqueurs très importants. Le de novo par rapport au récurrent, encore une fois, Gilles l'a dit, qu'est-ce que c'est qu'un récurrent? Si on est récurrent à 1 mois, à 6 mois, à 2 ans, à 10 ans. Mais le de novo est plus grave que le récurrent. Le volume, donc plus là, il y a de la maladie, plus c'est grave. Donc les hauts volumes sont plus graves que les faibles volumes. Et selon le site métastatique, donc cette diapo, c'est dans les CRPC, que le foie est plus grave que le poumon, l'os, qui est plus grave que le ganglion. Mais c'est la même chose, peu ou prou, chez les hormonosensibles. Donc ça, on sait. On sait qu'il y a beaucoup d'études, que vous connaissez à nouveau très bien, qui ont évalué l'intensification du traitement systémique. Et c'est un point sur lequel j'insiste toujours, quand notamment je fais des topos devant des oncologues radiothérapeutes. C'est-à-dire que ces études, elles ont montré un bénéfice des intensifications du traitement systémique, notamment par les hormonothérapies de nouvelle génération au stade hormonosensible d'emblée, et que ça améliore la survie globale, et que c'est important de le retenir comme traitement standard dans notre situation. Le docétaxel, on ne va pas se lancer dans la polémique, est un peu moins consensuel en termes de triplet chez les oligométastatiques, mais il y a des équipes qui l'utilisent, notamment chez les de novo, notamment chez les sujets jeunes. Enfin bon, ça c'est pour discuter. Et ce qui est amusant, c'est que dans les études d'intensification par HTNG, il y en a certaines qui ont rapporté le bénéfice chez les hauts volumes par rapport aux bas volumes. Et quand vous regardez ces deux colonnes, vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil au hazard ratio. Vous allez voir que c'est à peu près du même ordre. On est autour de 0,6, entre 0,5 et 0,7 de hazard ratio, quel que soit le volume métastatique. Donc à nouveau, le volume ici, en tout cas dans les hormonothérapies de nouvelle génération, ne définit pas une catégorie de patients qui en bénéficieraient plus ou moins. Donc il y a un bénéfice en survie globale chez tout le monde, chez tous les métastatiques d'emblée, quel que soit le volume tumoral. Et je pense que c'est toujours important de le rappeler quand ensuite on va parler de traitements locaux dont le bénéfice est un petit peu moins démontré. Alors, troisième point. Les données sur le traitement du primitif. Alors, j'ai écrit données récentes. Les premières données, elles ne sont pas récentes du tout. C'est 2018. C'est Stampede. Et vous vous souvenez que dans cette énorme étude multi-armes, grosse étude, il y a eu une étude de radiothérapie où les patients avaient le traitement systémique de référence de l'époque. C'était surtout de l'hormonothérapie conventionnelle et un peu d'hormonothérapie et de chimiothérapie. Et ils avaient randomisé la radiothérapie de la prostate seule, et l'analyse globale était négative en survie globale. Elle était positive en failure free, c'est-à-dire en gros en retard à la castration, parce que c'était essentiellement des événements biochimiques. Et ils avaient anticipé, suite aux publications d'ORAD, la réalisation concomitante d'une analyse selon le volume tumoral qui était définie selon Charted, et c'est ce que vous voyez là. Les faibles volumes bénéficient en survie globale du bénéfice du traitement par
par radiothérapie prostatique, ce qui n'est pas le cas des hauts volumes, et ce qu'on peut comprendre de manière assez intuitive, hein, quand vous avez une maladie dont l'essentiel est dans la prostate. Si vous traitez la prostate, vous lui faites une espèce d'ablation de l'essentiel de la maladie, et donc vous retardez l'évolution, la résistance à la castration, et donc vous améliorez la survie. Donc ça, c'était quelque chose de très important qui a été montré donc il y a 5-6 ans déjà, de l'influence du volume sur le bénéfice du traitement local. Donc ça, c'est les courbes, avec à gauche les faibles volumes et à droite les hauts volumes. Une chose intéressante qu'ils ont montré, c'est qu'évidemment, la vie n'est pas dichotomisée, hein, et qu'on n'est pas faible volume ou haut volume. Il y a un nombre de métastases, 1, 2, 3, 4, et ils ont regardé le bénéfice en survie globale selon le nombre de métastases, à nouveau défini en bilan d'imagerie conventionnelle. Et vous voyez que le bénéfice sur la survie globale, que vous voyez à gauche de la courbe, il diminue avec le nombre de métastases, et c'est normal, vous franchissez ensuite les hauts volumes, et vous voyez la zone grisée, c'est l'intervalle de confiance à 95%, et il franchit le 1, donc il devient non significatif à partir de 3 métastases osseuses en imagerie conventionnelle, donc ça ne prenait pas en compte là le nombre de métastases ganglionnaires. À droite, c'est le bénéfice plutôt biochimique, hein, qui lui est significatif beaucoup plus tard. Donc il reste un bénéfice, mais un peu moins pertinent sur le plan clinique. Alors dans les nouveautés, moi je voulais parler un tout petit peu de PIS1, parce que c'est un des succès du GTUG, dont on espère qu'il sera publié bientôt, et on nous dit dans l'oreillette que c'est pour dans pas très longtemps, d'après ce que j'ai compris. Et PIS1, il avait comparé chez les métastatiques d'emblée, vous vous souvenez, l'adjonction d'abiraterone, mais c'était une randomisation 2-2, et l'autre partie de la randomisation, c'était la radiothérapie prostatique. Et donc ça, c'est Alberto qui l'a rapporté à l'ASCO l'année dernière, en 2023. Et les résultats sont peut-être un petit peu moins simples que dans Stampede, mais c'est un plan factoriel de 2, c'est toujours plus compliqué. Je pense que si on regarde de manière simple, dans la population à faible volume, comme vous le voyez là, globalement, quand on rajoute de la biratérone, on améliore la survie sans progression radiologique. Ce que vous voyez là, c'est la courbe rouge qui est au milieu par rapport à la courbe bleue et la courbe verte. Et quand on rajoute la radiothérapie à la biratérone et au standard of care, qui était essentiellement de l'hormonothérapie et du docétaxel, on augmente encore un peu, c'est la courbe noire qui est au-dessus. Et quand on compare le traitement standard plus ABI et le traitement standard plus ABI plus radiothérapie prostatique, on a un bénéfice, comme vous voyez, en survie sans progression radiologique. C'est la comparaison qu'on voit en bas. Là. Survie globale, en revanche, 0 différence. Donc ça, c'est un peu moins intuitif par rapport à ce qu'on avait vu dans Stampede. À nouveau, c'est des patients qui ont un traitement systémique qui est plus intensifié. Et un point qui était important et qui avait été un point insistant dans la présentation, c'était le bénéfice pour retarder la survenue d'événements génito-urinaires sévères, avec, vous voyez, la courbe de traitement standard plus ou moins ABI plus radiothérapie, qui est largement supérieure. Donc c'est la courbe jaune par rapport à la courbe bleue qui n'avait pas reçu de radiothérapie locale. Donc on retarde l'apparition d'événements génito-urinaires. Et ça a été montré aussi par l'équipe de Stampede sur les événements urologiques hauts, du haut appareil, donc les poses de sonde de néphrostomie ou de sonde double J dans l'étude Stampede à partir de bases de données médico-économiques du système de remboursement. Donc on a aussi une validation par Stampede de cette constatation. Allez. Et le dernier point, c'est les données. J'ai mis un point d'interrogation sur le traitement des oligométastases, parce que à la question quelles sont les données prospectives sur le traitement des oligométastases dans le cancer de prostate métastatique d'emblée, la réponse est globalement aucune, parce que les études qu'on a, c'est Stompe-Oriol qui sont en métachrone. Alors Gilles l'a dit, hein, on ne sait pas exactement à quelle distance ils sont de leur traitement local, mais quand même a priori métachrone. Ils ont essayé de trouver dans Stompe-Oriol, en poulant leurs données, chercher une signature génétique à haut risque d'évolution métastatique. Et en fait, leur signature, elle est pronostique. Donc, elle trouve des patients de moins bon pronostic, mais elle n'est pas prédictive. C'est-à-dire que la radiothérapie des métastases permet, dans les deux cas,
de retarder l'instauration d'un traitement systémique et la progression biologique. Donc ça, c'était pas efficace de ce point de vue-là de sélection des patients, comme l'a dit Gilles. Et Gilles vous a aussi parlé de l'essai Extend, qui est un essai monocentrique, randomisé du MD Anderson, chez des patients où il y avait un peu de tout, et il y avait très peu d'oligométastatiques d'emblée, c'était surtout des récurrents, et qui permettaient aussi de retarder la progression. Et ce qui était intéressant dans Extend, c'est qu'il y a des patients qui retrouvaient leur testostérone et que c'est chez les patients qui étaient avec une testostérone normale, chez qui il y avait une prolongation du contrôle biochimique et donc un décalage à la reprise d'un traitement local et systémique. Donc ça, c'était un bénéfice cliniquement pertinent pour les patients. Et il y a des essais en cours, ça vous le savez, Gilles l'a déjà dit. Il y a Presto, Oligo Presto, Gétuc, PIS6, qui a un peu changé de nom. Donc Oligo Presto, on est à 511 patients sur les 550. On inclut à peu près 20 patients par mois en ce moment. Donc c'est vraiment grande félicitation à l'ensemble du groupe et c'est vraiment très bien. On aura fini septembre, octobre au plus tard, je pense. Et ensuite, il va falloir attendre que les données maturent. Comme vous le voyez, il y a 4 autres essais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous des critères d'inclusion un petit peu différents. Il y en a certains qui sont basés sur de l'imagerie conventionnelle, d'autres qui sont sur la colline, comme nous, on avait commencé, maintenant sur du PSMA, d'autres qui vont être purement PSMA. Il y a Stampede qui commence. À la fin, on aura plein de données et aussi des données un peu hétérogènes pour essayer de mieux comprendre quels patients on doit traiter ou pas. Il y a des récurrents, il y a des de novo et donc ce sera intéressant. Les Canadiens sont à 93% de leur recrutement. Ils m'ont envoyé un message et l'essai américain a 200 patients inclus sur 460. Donc il y a quand même si l'essai américain ne va pas au bout, ce qui n'est pas sûr, on aura au moins 1000 patients avant l'arrivée de Stampede. Donc voilà. Donc ça, c'est Gétuc 36. Ça, c'est les recommandations. Et je conclus en vous rappelant donc l'importance du TEP, la place centrale du traitement systémique, en plus de la castration, et notamment les hormonothérapies de nouvelle génération, la radiothérapie du primitif dans les bas volumes et à discuter dans les hauts volumes pour la prévention des événements locaux et éventuellement pour prolonger une sensibilité dans un optique de désescalade, pourquoi pas, et la radiothérapie des oligométastases, pour l'instant, dans le cadre d'essais cliniques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. On garde les questions donc prostate pour la fin. On va enchaîner avec la vessie. Et c'est Jonathan Khalifa qui va nous parler du cancer de la vessie oligométastatique. Alors bonjour à tous et merci de m'avoir sollicité pour discuter de cette thématique. Alors, c'est une thématique qui est un peu plus vierge et un peu plus à défricher que dans d'autres thématiques. Quelle évidence on a, quel signal on pourra avoir dans le cancer de la vessie. On sait qu'on a des longs survivants, même avec les premières chimiothérapies, les doublés ancestraux. On a 10-15% de longs survivants à 5 ans, ce qui nous indique qu'il y a des patients potentiellement qui pourraient tirer bénéfice de cette approche un peu maximaliste. On a fréquemment des progressions sur les sites tumoraux initiaux, ce qui est un indice également pour proposer une radiothérapie, un traitement focal des métastases. Et est-ce qu'on a identifié des patients qui ont un profil plutôt favorable? Il semble que oui, on a cette publication japonaise. Donc là, on est sur du métachrone, des patients qui ont présenté une évolutivité métachrone après cystectomie et qui ont des critères en multivariables corrélés à la survie spécifique que sont des critères assez intuitif de métastases solitaires, d'un nombre de métas inférieur ou égal à 3. On a des données sur la taille des métastases qui est également pronostique et sur l'atteinte ou non hépatique. Dans cette publication, ils ont déterminé une population type oligométastatique et qui semble tirer bénéfice si on poule l'ensemble de ces critères et que l'on constitue la population type oligométastatique. On a un bénéfice également en survie spécifique en analyse multivariée. Alors, Gilles a parlé de la définition. Clairement, c'est compliqué de définir la population qui pourrait tirer bénéfice. Classiquement, le nombre de métastases est un concept important et le nombre d'organes atteints qu'on ne prend pas forcément en compte dans nos classifications. L'importance de l'imagerie, vous voyez que la valeur, la sensibilité et la spécificité du TEP dans la vessie qui n'est pas encore clairement retenue, mais que l'on utilise, je pense, assez facilement
dans nos pratiques quotidiennes. Donc on l'a dit, la taille et le volume, ce n'est pas un élément qui est souvent pris en compte, mais indirectement, bien sûr, c'est un élément qui nous renseigne sur la charge tumorale et la charge tumorale métastatique. L'histologie, est-ce qu'on peut décemment parler de cancer oligométastatique sur un neuroendocrine à petites cellules de vessie? Rien n'est moins sûr. Le timing, bien sûr, métachrone ou synchrone. Et enfin, bien sûr, la biologie. On a très peu d'éléments dans la vessie. J'en ai pas vu. Dans la prostate, on commence à avoir des mutations de mauvais pronostic, mais dans la vessie, on n'a pas cette distinction pour l'instant. Alors, je vais passer vite sur cette diapo. L'important vraiment, c'est de distinguer, je pense, entre des malades qui sont authentiquement oligométastatiques, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu d'histoire de maladie polymétastatique, et des malades polymétastatiques initialement et qui ont une bonne réponse au traitement systémique et qui deviennent oligométastatiques induits. Et je pense que cette différence est nécessaire. Et dans la discussion de cet article, c'est l'objectif, c'est pas tant pour la classification et la taxonomie, c'est vraiment pour essayer d'adapter des essais à ces différentes populations, parce que probablement que ces populations ont des comportements différents et qu'on ne peut pas calquer une thérapeutique sur n'importe quel mode évolutif. Donc classiquement, dans les essais, le plus simple pour l'instant, c'est de distinguer entre synchrone et éventuellement induit au diagnostic, l'oligorécidive quand on a traité le primitif, ou l'oligoprogression, c'est-à-dire le patient qui est sous traitement systémique et qui fait l'évolution d'une ou plusieurs cibles. Donc on est plutôt sur le concept d'un clone émergent, alors que les autres clones répondent au traitement. Alors, le rationnel biologique du traitement local ablatif, dans la suite de la présentation, pour la maladie oligométastatique de vessie ou les autres maladies oligométastatiques, c'est la théorie du seed and soil. Enfin, c'est un des arguments qui pourrait nous inciter à proposer un traitement local ablatif, c'est-à-dire diminuer toutes les sources d'ensemencement métastatique de la tumeur, que ce soit la tumeur primitive, c'est un des concepts qui émerge en prostate, ou sur les métastases. Mais la phylogénétique est sans doute beaucoup plus complexe et on a vu que la phylogénétique pouvait être soit en parallèle, soit en continu, et que forcément cette théorie peut être mise à mal selon la phylogénétique défavorable de la tumeur. Donc, quand on parle de traitement local ablatif, bien sûr, il y a plusieurs types de traitements et je pense que la distinction n'est pas pertinente. Enfin, je pense que c'est plutôt le concept qu'il faut asseoir. Ensuite, les types de traitement local ablatif, je pense que ça dépend bien sûr de paramètres assez évidents qu'on est amené à discuter en RCP, qui concernent le nombre et la taille des lésions, la morbidité de tel ou tel traitement, la résécabilité bien sûr pour la chirurgie, nos contraintes de dose et bien sûr le choix du patient. Je pense que tous ces éléments sont à prendre en compte quand on réfléchit à un traitement local ablatif et qu'on va essayer d'en déterminer le type. Alors, le rationnel clinique du traitement local ablatif dans la vessie, il y a très peu de données. On a ces très vieilles séries qui sont des séries chirurgicales et sur des patients pas forcément sélectionnés sur le nombre de métastases, parfois avec beaucoup de patients polymétastatiques. Ça, c'était une analyse poolée qui retrouvait des survies intéressantes à 5 ans sur 11 des 17 séries. Voilà, des séries donc hétérogènes. Les bénéfices sur la survie globale sont essentiellement drivés par cette étude de Necci, l'italien qu'on connaît bien plutôt sur la vessie, qui étaient des patients qui avaient une atteinte ganglionnaire et qui avaient un curage, une lymphadenectomie post-chimiothérapie, plutôt sur une approche de consolidation avec une survie à 5 ans assez intéressante, à plus de 50%. Plus récemment, on a ces données de l'équipe de Brian Bowman sur le bénéfice d'un traitement local de la vessie. Alors, on est sur une analyse sur données de patients, la ANSI Database, plus de 4000 patients, avec une radiothérapie du primitif qui permettait un avantage en survie, à la fois sur un score de propension, mais également sur une analyse landmark. L'analyse landmark qui permet de s'affranchir du biais de survie mortelle, c'est-à-dire de sélectionner les patients qui sont en vie à 6 mois, puisque bien sûr, si on ne fait pas cette analyse, le fait de faire de la radiothérapie de consolidation, ça implique que les patients ont survécu jusqu'à cette radiothérapie. Et donc, c'est important d'avoir ces artifices statistiques.
Alors on avait fait une étude avec plusieurs centres, avec Curie, Bergonié et Brest, sur des patients qui étaient bons répondeurs à la chimiothérapie de première ligne et qui avaient, donc c'était un profil de patients oligo persistants avec au plus 5 métastases. Et on avait pris, donc c'était un gros travail de sélection des patients, puisqu'il fallait, dans le groupe contrôle, déterminer des patients qui n'avaient pas été traités, mais qui avaient bien répondu à la chimiothérapie. Donc on avait fait un groupe contrôle, et un groupe qui avait bénéficié d'une irradiation dite de clôture, avec, là encore, une analyse landmark. Ce qui était intéressant de noter, c'est que dans cette population, en fait, c'était une population qui était quasiment à 100% des populations qui étaient oligométastatiques au diagnostic. Et ça revient un peu à la remarque que j'ai faite sur la dichotomisation, enfin la classification de l'estro ESMO sur les différents types de populations oligométastatiques. On est assez homogène finalement, même dans cette étude qui avait sélectionné les patients en aval de la chimiothérapie. On avait donc un bénéfice en PFS du traitement local ablatif et également une tendance sur le bénéfice en survie globale, avec sur les analyses multivariées la radiothérapie qui sortait quasiment sur la PFS et qui sortait de façon assez franche sur la survie globale. Donc le fait d'avoir fait de la radiothérapie permettait de réduire de moitié le risque de décès dans notre analyse en tout cas. Alors il y a eu une publication récente qui reprenait les différentes séries. Donc j'ai fléché notre série qui est finalement la plus grosse série, puisque toutes les séries sont de très faibles effectifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces séries, on a des taux de survie globaux taux de survie globale à 2 ans qui sont intéressants à plus de 50%, et des facteurs prédictifs qui sont assez concordants, c'est-à-dire la radiothérapie qui semble ressortir comme prédictif de la survie globale, et à l'inverse, le patient avec des atteintes hépatiques ou des tumeurs du haut appareil qui ne semblent pas être les bons candidats à une approche radicale, ablative. Là encore, c'est une sorte d'analyse poolée qui s'était intéressé à des traitements directs sur la métastase en consolidation, un peu comme on l'avait fait sur notre série rétrospective, avec sur les résultats poolés, une survie à 2 ans sans maladie aux alentours de 33%, une survie à 2 ans globale d'environ 53%. Alors j'ai trouvé ces résultats intéressants parce que si on prend les résultats de l'essai Javelin sur l'avelumab en consolidation, ben finalement, vous voyez qu'à 2 ans, on a à peu près les mêmes résultats. Entre l'immunothérapie de consolidation et une approche locale ablative. Même résultat en PFS, mais également en OS. Vous voyez, on a à peu près 50% de survie à 2 ans dans le bras immunothérapie. Donc, il y a une étude que nous pilotons, une étude d'étude qui s'intéresse à une approche de consolidation, de radiothérapie de clôture chez les patients qui sont bons répondeurs. On avait déjà exclu les atteintes hépatiques qui randomisent donc le standard de traitement, qui est l'avelumab, mais qui pourrait être amené à changer avec le V-Pimbro. Ça n'interdira pas d'inclure ces patients dans l'étude, puisque le bras standard, c'était le standard of care, quel qu'il soit. Ça sera intéressant d'avoir des données avec le V-Pimbro, si tant est que les approbations arrivent rapidement. Donc en conclusion, clairement, c'est un concept émergent dans le carcinome urothélial de vessie, à la différence du poumon ou de la prostate, où c'est beaucoup plus ancré. Le rôle du traitement local ablatif, il reste encore à déterminer. Le point clé qu'on a souligné depuis tout à l'heure, c'est la sélection des patients avec l'imagerie, mais également avec la biologie. On va avoir besoin de biomarqueurs pertinents. La modalité de traitement, je pense que ce n'est pas l'élément clé entre la radiothérapie, la chirurgie, les traitements percutanés. Ce qui serait intéressant, c'est de l'articulation avec le traitement systémique et le timing d'association. Et bien sûr, l'inclusion dans les essais reste capitale, surtout sur ces niches de traitement. Voilà, je vous remercie. Merci Jonathan. On accueille Laurence Albigès qui va nous parler de la prise en charge des cancers du rein oligométastatiques et on posera les questions à la fin. Merci Aude, je remercie également le comité d'organisation. Merci Karim de poursuivre ces journées. Je pense que c'est vraiment un temps d'échange important et je suis la dernière présentation qui vous sépare de votre train retour. Donc je vais être synthétique et je vais la faire sous un prisme qui est... Alors ça
qu'est-ce que je perçois en tant qu'oncologue médical. On a entendu le point de vue beaucoup de nos oncoradiothérapeutes et aussi ce que le GTUC pourrait faire. Donc ça, ce sont mes liens d'intérêt. Alors, dans le cancer du rein, la maladie oligométastatique, comme d'autres choses, est un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'on a moins de publications, vous voyez, il n'y en a qu'une centaine, mais par contre, c'est en plein essor. Et les 3 grandes questions qu'on a déjà entendues, c'est comment on définit cette maladie, c'est quoi finalement les questions qui sont pertinentes et en quoi le GTUC va nous permettre potentiellement de répondre ou quels seraient les projets qu'on devrait développer au sein du groupe. Donc, pour ce qui est de la définition, spécifiquement dans le cancer du rein, on n'a pas grand-chose. Donc, récemment, on était 4 oncologues médicaux de France. On a fait un sondage, un mini Delphi, si vous voulez, auprès d'une quinzaine d'experts européens pour leur dire spécifiquement dans le cancer du rein quels sont, à votre sens, les critères de définition de la maladie oligométastatique. Et donc, il n'y avait pas strictement la notion de « il faut que ce soit asynchrone », ça peut être synchrone. Il n'y avait pas non plus on était plutôt d'accord sur le fait que ça ne nécessitait pas d'emblée un traitement systémique. En tout cas, c'est les réponses des experts, parce qu'on était 4 à l'avoir rédigé, mais c'était une quinzaine d'experts qui répondaient. Et par contre, on prend en compte de quel site nous parlons, et notamment dans la stratégie thérapeutique. Pour le cancer du rein, on repose sur le scanner uniquement, et malheureusement pour l'instant, pas de TEP, en tout cas clairement pas de TEP FDG, et on n'a pas besoin de biopsier tous les sites. Et là où les experts n'étaient pas forcément d'accord, c'est finalement, est-ce que tout a besoin d'être dans le même organe? Non. Est-ce qu'on arrive à trouver le chiffre de 3 ou de 5? Pareil, là, il n'y avait pas de consensus. Et finalement, la question qui se posait, c'est est-ce que c'est défini par le fait qu'on va avoir un objectif de résection complet? Et là, c'était un peu surprenant pour nous. On n'a pas non plus atteint le consensus, alors que quand on dit oligométastatique, on est bien sur cette idée de peut-être qu'on va pouvoir rendre notre patient, en tout cas NID, on l'espère, guéri par ces stratégies. On n'a pas besoin de biopsier tous les sites, comme on vous disait. Alors les radiothérapeutes, en fait, ont été plus précis, parce qu'eux, ils se sont mobilisés pour faire un grand Delphi, et c'est l'Estro qui l'a fait en partenariat avec le AU. C'est une revue qui est très, très récente. Je vous inviterai à la lire. Elle est très sous l'angle de radiothérapie. Mais finalement, vous voyez qu'il y a peu de consensus et beaucoup de non-consensus. Et le non-consensus, c'est quelle est la modalité de traitement local qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit y adjoindre un traitement systémique, etc., etc. Donc, en pratique, finalement, nous, comment on peut avancer? Alors, pour moi, la première question que le GTUC doit se poser, c'est est-ce qu'on peut être meilleur sur l'outil qui nous permet de définir notre maladie oligométastatique? On l'a vu dans Presto, on intègre des nouvelles modalités d'imagerie. Il faut qu'on arrive à faire la même chose dans le cancer du rein. Les nucléaristes, finalement, ont déjà commencé à travailler sur la question. On en a entendu parler tout à l'heure. Aussi bien avec le ciblage soit du CA9, soit du PSMA. Et je pense qu'avoir une cohorte prospective où on intégrerait cette modalité de bilan d'extension, ça peut être adossé à EuroCCR typiquement en sélection des patients à haut risque, et à mon avis quelque chose qui serait très important, ce d'autant que la médecine nucléaire est maintenant bien structurée en France, le réseau existe, et je pense qu'on devrait s'atteler à cette première question. Ensuite, le traitement. Donc finalement, ça c'est commun aux autres pathologies qu'on a discutées avant. Est-ce que notre objectif de traiter la maladie oligométastatique, qui va être de prévenir ou de repousser la nécessité d'avoir recours à un traitement systémique ou un changement de ligne, si on se met plus tard dans la maladie, ou bien est-ce qu'on pense qu'au contraire, il faut qu'on intensifie en rajoutant un traitement systémique pour potentialiser ou être plus efficace sur le traitement de la maladie, à la fois visible par l'approche locale et micrométastatique par un traitement systémique. Alors dans le rein, comme dans les autres modèles, on a quelques données publiées, mais on n'a quasiment pas de données prospectives. Donc ce sont des toutes petites séries. À chaque fois, ce qu'on a, c'est des poignées de patients avec une grande hétérogénéité. Est-ce qu'on parle de maladies oligométastatiques? De quel site on parle? Le cerveau, extracérébral. On a plein de données de SBRT sur chacun de ces sites. Mais finalement, on a quand même du mal à répondre à la question de la prise en charge de la maladie oligométastatique. Il y a des toutes petites phases 2, vous voyez, 30 patients, où là, la façon dont ça avait été défini, c'était moins de 5 sites métastatiques, on parle encore de scan pour faire le bilan d'extension, et la SBRT, donc la radiothérapie, était donnée sans traitement systémique. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on est capable de différer le recours au traitement systémique. Ce que parfois on fait avec une stratégie de surveillance simple.
On n'a pas toujours une approche locale. Et là, c'était uniquement de la stéréo, mais vous pouvez imaginer d'autres modalités de traitement locaux. Donc ça, c'est pour vous montrer que finalement, on est très en retard, petite série et peu de données. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit adjoindre un traitement systémique? Et donc ça, c'est Shankar Siva, toujours le même radiothérapeute, qui est très dynamique sur cette question-là, un cancer du rein, qui là a fait une petite cohorte où là, il administrait 6 mois de Pimbro en, j'allais dire, adjuvant, en tout cas adjuvant à la stratégie locale. Le temps jusqu'à progression est de 15 mois, donc pas forcément une grosse différence avec ce qu'on a vu avant, qui était de l'ordre d'une année également. Un très bon contrôle local, ce qu'on s'attend à voir, puisque le patient a eu de la stéréo. Et là où je pense qu'il faut qu'on se pose, c'est aujourd'hui les recommandations. Volontairement, je n'ai pas mis les recommandations européennes, je vous ai mis les recommandations américaines. Elles indiquent toutes, lorsque le patient est éligible à un double traitement local, le primitif et la métastase, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, il faut essayer de traiter ce site métastatique. Eh bien, vous voyez, ce qu'on n'a pas comme info, c'est finalement, on n'a pas l'info avec les autres modalités de traitement. Quelle modalité de traitement? Est-ce que radiothérapie, chirurgie, thermoablatif, et ensuite l'adjonction d'un traitement systémique. Et c'est là encore que le GTUG, à mon sens, pourrait se positionner. Alors l'oligoprogression, on l'a vu, on en a entendu parler. Il y a quelques données qui émergent, encore des séries à moins de 50 patients. Et là, l'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir ne pas avoir besoin de changer la ligne tout de suite de traitement. Ça a été fait à l'ère des anti-angiogéniques. Donc là, l'information, c'est que finalement, il n'y a pas de grosse toxicité, qu'encore une fois, on arrive à repousser à peu près 9 mois. Pourquoi c'est important 9 mois? Parce que c'est les médianes de durée de traitement de deuxième ligne. Donc en fait, vous gagnez le temps d'une deuxième ligne en faisant ça. Et en France, vous le savez, STORM s'est développé, s'est mis en place, mais on s'est quelque part un peu cassé les dents sur la question de la randomisation. Il a fallu qu'on revoie la copie, on en parle régulièrement lorsqu'on est réunis pour l'AG du GTUG. Donc c'est bien la preuve que dans notre tête, on est tellement convaincus que finalement, on n'a pas réussi à randomiser ces patients. Et ça veut aussi dire que malheureusement, on n'apportera pas forcément tellement plus d'informations que ce qui a déjà été publié, même si on le fait de façon peut-être plus propre et à plus large échelle. Donc là, ça nous montre que quelque part, on a eu du mal à saisir la question suffisamment tôt pour la randomiser et la messe était déjà dite. Et puis je vais finir, et comme ça j'aurai rattrapé le temps, sur la notion de maladie résiduelle. Donc vous savez que dans le rein, on n'a pas de biomarqueurs circulants évidents. À l'ASCO, on a eu les premiers résultats de KIM-1 en tant que facteur circulant, qui est un biomarqueur circulant qu'on peut doser dans le plasma et dans le sérum, uniquement pour l'instant évalué dans des cohortes adjuvantes, mais on va parler de métastatique. Et en adjuvant, qu'est-ce qu'on sait? C'est que les patients en post-néphrectomie qui ont un KIM-1 élevé sont plus à risque de rechute. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsque le patient voit KIM-1 augmenter, lorsqu'on voit dans le sang du patient le dosage de KIM-1 augmenter, c'est associé avec la récidive visible au scanner, en imagerie. Et donc là, ça nous ouvre un champ de perspective qui est le suivant. Finalement, si on a un biomarqueur potentiel de maladie résiduelle, il faut qu'on l'implémente sur la maladie oligométastatique. Soit avant une stratégie typiquement de néphrectomie différée, et tous les travaux que Géraldine et Philippe ont collectés en France en se disant peut-être qu'un patient qui n'a pas de maladie résiduelle dans le sang, il ne faut pas lui faire la néphrectomie. On devrait en tout cas essayer de regarder ce niveau sanguin en pré-néphrectomie de clôture ou pré-oligométastasectomie, par exemple, et puis le suivre a posteriori. Parce que se dire un patient qui négative un marqueur, et ça on le sait avec les tumeurs germinales de longue date, peut-être que c'est des patients, on va pouvoir faire la désescalade. Donc en pratique, être capable de maintenant designer des essais, même si c'est juste pour être une preuve du concept, à la fois de l'intensification chez un patient qui aurait une maladie résiduelle détectable, ou de désintensification, de désescalade, comme on l'a vu dans la prostate, est à mon avis déterminant. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je remercie les radiothérapeutes avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger. Merci Laurence. On va prendre déjà quelques questions dans la salle s'il y en a. Non, alors moi j'en ai une en 3 questions. On a beaucoup de malades sous immuno dans le cancer de la vessie, dans le cancer du rein, en oligoprogression. Et souvent, on fait de la radiothérapie en continuant l'immunothérapie. Est-ce le bon choix? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire un changement de ligne carrément? Ou est-ce qu'on se dit on irradie la lésion évolutive et on arrête l'immuno et puis on surveille et on voit ce qui se passe?
Aujourd'hui, on ne sait pas bien quelle est la meilleure option à choisir pour ces malades. Et ça pourrait être une réflexion d'études ou d'études prospectives, de voir ce qui est le mieux à faire. Moi, c'est vrai qu'on a tendance à faire de la radiothérapie, mais est-ce le bon choix ? Donc, ta question, c'est sur la modalité de traitement local ? Non, on a une oligoprogression avec 2 lésions évolutives et la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas changer de traitement ? Est-ce qu'on irradie les lésions qui progressent et on continue notre traitement ? Ou est-ce qu'on irradie puis on arrête notre immuno et on voit ce qui se passe après ? Ouais, en fait, pour moi, on a quand même un peu la réponse en partie. C'est qu'on sait que ça nous permet de faire une stratégie d'épargne. On l'a vu à l'ère des TKI, on le voit maintenant à l'ère de l'immuno. On gagne à peu près 8-9 mois en fonction des séries jusqu'à notre changement de ligne. Soit dit en passant, on a aussi une question de safety et on le sait qu'avec l'immuno, il n'y a pas de problématique de tolérance ou d'effet secondaire de faire de l'administration de notre immunothérapie en parallèle. Si ta question, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter derrière ? Je pense que si le patient est en oligoprogression, c'est bien qu'il y a à un moment un clone qui est en train d'échapper versus des clones qui étaient encore contrôlés. Et donc moi, ce n'est pas les patients où j'ai personnellement envie d'arrêter. Au contraire, je suis dans une stratégie d'épargne, mais je garde le frein qui était lié au traitement systémique. Moi aussi. Moi, j'avais une question, alors plutôt pour Jonathan, mais peut-être aussi un peu pour Laurence. On a parlé un tout petit peu, donc certes le nombre de métastases, mais aussi le site de ces métastases. On a des formes oligométastatiques purement osseuses, par exemple dans la vessie et le rein, alors dans la prostate bien sûr, mais dans la vessie et le rein, on a ces formes un peu oligométastatiques osseuses avec rien d'autre ailleurs. Est-ce que vous avez vu des différences, notamment quand on fait des traitements focaux de ces lésions osseuses ? Est-ce que c'est de meilleurs pronostics ? Est-ce que c'est la même chose finalement, que ce soit un ganglion, un os ou une lésion pulmonaire ? Je peux démarrer jusqu'à Jonathan, t'es le micro. Donc ça, c'est un vrai problème, la maladie oligométastatique osseuse. Dans le cancer du rein, les métastases osseuses sont de mauvais pronostics, au même titre que le foie et le cerveau. Et c'est aussi vrai sur des maladies oligo-osseuses, c'est-à-dire une seule méta ou 2 méta. Néanmoins, aujourd'hui, la stratégie, lorsqu'on est sur peu de sites métastatiques osseux, c'est de rester avec une approche curative, c'est d'être maximaliste, a fortiori si c'est asynchrone. D'accord ? Ça veut parfois dire des chirurgies assez lourdes, mais chez un patient qui a une oligoprogression osseuse, on essaye d'être maximaliste en gardant en tête que malheureusement, ça reste quand même un facteur pronostic péjoratif. Dans la vessie, je n'ai pas vu que l'atteinte osseuse était de plus mauvais pronostic. Ce que j'ai montré, c'est que pour le foie, bon, c'est assez intuitif. Foie-cerveau, c'est des profils pathologiques qui sont vraiment différents et chez qui je pense que c'est beaucoup plus hasardeux de proposer un traitement ablatif. Mais on n'a pas, comme dans la prostate où la maladie osseuse est plutôt de pronostic intermédiaire, on n'a pas cette classification dans la vessie parce que c'est de base une maladie de tellement mauvais pronostic sur les séries que l'on a qu'on n'a pas cette dichotomisation pour l'instant. Après, peut-être que ça sera le cas avec les nouveaux agents thérapeutiques. Benaël ? J'avais une question, Laurence. Dans l'étude Keynote adjuvant dans le rein, le Pimbro chez les M1 oligo, il y avait un bénéfice très important en PFS. Bon, c'était moins évident en OS sur une petite population. Est-ce que ça a changé ton attitude vis-à-vis des oligométas ? De faire plus souvent un traitement systémique. Est-ce que tu t'es pas posé plus de questions ? Ce qui est certain, c'est que la première chose, c'est que je ne fais pas de Pimbro adjuvant en dehors des critères de l'étude. C'est-à-dire qu'il ne faut, à mon sens, pas le faire en asynchrone. Il faut que le GTUC prenne cette question. On parlait de maladie résiduelle, c'est un bon exemple. Et il faut générer les données en asynchrone, c'est-à-dire à distance, et avec d'autres traitements locaux que la chirurgie, puisque c'est les seuls items qu'on avait dans cette étude-là. Est-ce que le fait qu'on ait un bénéfice qu'en DFS et pas en survie a attiré mon attention? La réponse est oui, c'est qu'en fait finalement ce qui compte c'est le contrôle systémique chez ces patients-là, et donc je suis pas une fervente je défends pas clairement l'adjuvant du Pimbro sur ces oligométa M1 NID. Maintenant pour moi là c'est vraiment typiquement une situation où le GTUC devrait se positionner pour essayer de développer une étude avec un traitement systémique, parce qu'effectivement là on veut renforcer le traitement local avec un traitement systémique. D'autres questions? Peut-être une question à Pierre, Gilles et également peut-être aux collègues médecins nucléaires.
Concernant la place du traitement local dans le cancer de la prostate métastatique avec les 3 essais randomisés, pour lesquels on a quand même 3 essais ORAD, STAMPEDE et PIS1, qui globalement ne montrent pas de bénéfice en survie globale, et une analyse en sous-groupe d'un des 3 essais, STAMPEDE, qui montre un bénéfice ou qui suggère un bénéfice qui n'est pas retrouvé dans ces mêmes sous-groupes, ni dans ORAD, ni dans PIS1. Alors, comme on avait tous très envie, et moi le premier évidemment, que la radiothérapie augmente la survie globale chez ces patients, on se disait, en fait, les STAMPEDE qui a peut-être raison, et puis ORAD n'avait pas suffisamment de patients oligométastatiques ou dits de low volume et n'avait pas la puissance. Et dans PIS1, c'est le traitement systémique qui a fait le job, et parce que les gens vivent plus longtemps, la radiothérapie n'apporte plus rien en survie globale. Est-ce que tout bêtement, c'est pas l'inverse? Et est-ce que ça n'est pas STAMPEDE qui est le faux positif? En y réfléchissant quand même sur les 3 essais, STAMPEDE, c'est un essai qui a été mené en Angleterre. Et en Angleterre, on continue d'utiliser la vieille scintigraphie osseuse planaire sans corrélation au scanner et avec un risque de faux positif qui est quand même énorme. Et est-ce que finalement ces patients inclus dans STAMPEDE 10 métastatiques avec 1, 2, 3 métastases osseuses ou apparemment métastases osseuses n'avaient pas en fait tout bêtement un cancer de la prostate localisé qui a gentiment été guéri par la radiothérapie, dans le bras radiothérapie, parce que c'est un bon traitement du cancer de la prostate localisé, d'où le bénéfice en survie que l'on a vu dans STAMPEDE et qu'on ne retrouve quand même pas du tout dans ORAD et dans PIS1. Et je serais content d'avoir vos opinions à tous les 2 ou tous les 3 sur le sujet. C'est coquin comme question. C'est en toute amitié avec les collègues anglais, mais si tu veux, il faut qu'on soit scientifique. Alors, sur la sensibilité, la spécificité de la Syntios, je pourrais laisser les médecins nucléaires répéter, mais ils ont dit qu'ils allaient regarder, ils disent en permanence, Nick James et compagnie, que tout a été relu, donc ils sont assez confiants, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ORAD n'est pas si négatif que ça, hein, en survie globale. Ils ont fait une analyse par nombre de métastases, donc c'était 5, 10 ou plus de 10, ou 5, 15 et plus de 10. En tout cas, le groupe de 5 ou moins avait un hazard ratio à 0,68. C'est exactement le même que STAMPEDE, en fait. Non significatif. Évidemment, tu avais 400 patients globalement, donc tu n'en as que 200 dans ce sous-groupe. Mais sinon, c'est parfaitement cohérent avec STAMPEDE. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est PIS1 qui est l'outlier, sinon, alors que les 2 autres sont superposés. L'autre point, alors parce qu'on va pas réussir à répondre est-ce qu'ils étaient vraiment métastatiques ou pas, hein, c'est sûr que le dernier point, à mon avis qui est important, c'est que quand on fait un traitement qui coûte pas très cher, qui est relativement peu toxique, alors je dis ça, il y a les urologues, mais bon, la radiothérapie prostatique c'est pas très toxique, qui est pas très long. Hein, maintenant, c'est des patients qui sont traités entre 1 semaine et 1 mois maximum. On n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau d'exigence en termes de critères de jugement qui soit le même que quand vous prenez un traitement systémique qui va être cher, qui va être durable. Donc à mon avis, c'est dans ce sens-là que je pense que le PIS1 apporte des éléments concordants sur le temps le délai jusqu'à résistance à la castration, la prévention d'effets secondaires génito-urinaires, quand même un bénéfice en RPFS entre ABI seul ou ABI plus rayon. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'arguments, mais effectivement, sinon, c'est des éléments de discussion. Il y a une petite hétérogénéité entre les études, quoi. Et pour aller dans ton sens, je pense que ce sont des critères pour le coup cliniques, et en particulier la prévention des catastrophes locales, qui incitent pour le coup à utiliser la radiothérapie, mais indépendamment du nombre de métastases, parce qu'on a vu ce bénéfice totalement indépendamment du nombre de métastases, et y compris en l'absence, malheureusement, de bénéfices en survie globale. On verra comment se positionnent les guidelines de l'ESMO, mais c'est pas impossible. Tu veux rajouter quelque chose? C'est vrai, c'est encore bizarre de continuer à travailler avec des planaires. Effectivement, c'est tellement reconnu. Si on veut continuer à travailler avec de la Syntios, il faut faire des SPECT-CT, c'est obligatoire.
Et puis, vous l'avez répété 10 fois, c'est qu'il faut aussi l'abandonner, cette scintigraphie osseuse. Et on a des traceurs. Alors après, on parle de la TPSMA. Il faut faire très attention. Il faut qu'on se mette de façon très consensuelle d'accord sur quel radiotraceur. Parce que vous savez que le 1007 fait beaucoup de faux positifs. Donc, il va falloir qu'on en choisisse de façon très déterminée. Ça, il faut qu'on se mette d'accord entre nous, entre nucléaristes, et dans votre communauté, qu'on vous dise pas plein de bêtises. C'est-à-dire, il est multimétastatique, mais en fait, c'est des faux positifs. Donc là, il y a un gros travail aussi à faire. Soyez prudents. Ne vous lancez pas comme ça à l'aveugle avec ces imageries-là. On a beaucoup de travail à faire tous ensemble, en tout cas pour se les apprivoiser. Merci. Je crois que vous avez pu poser toutes vos questions. Peut-être Karim va nous dire un mot pour la fin. Oui, vraiment, clairement, pour vous remercier, pour vous inviter au goûter, évidemment, mais surtout pour vous remercier, remercier quand même pas mal de monde. Le comité d'organisation de ces journées qui travaille depuis en gros 1 an sur le programme. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, donc félicitations à elles et à eux. L'agence qui a de nouveau organisé cette réunion, nos sponsors sans lesquels ce serait évidemment totalement impossible de réaliser ces journées, donc vraiment merci à vous. Catherine Léger et l'équipe d'Unicancer qui nous accompagnent toute l'année, adorablement, patiemment, et qui nous permet d'effectuer une bonne partie des beaux essais ou des moches essais que vous avez vus à l'écran au cours de la journée. Donc merci. Et puis tous les orateurs, évidemment. Moi, j'ai été encore bluffé par la qualité des topos. Hein. Vraiment, c'est vraiment remarquable. C'est très chouette. Un petit mot peut-être pour Bertrand et Silke qui ont fait l'effort de venir de l'étranger pour nous parler aujourd'hui et qui ont largement contribué à ces journées. Et puis à vous toutes et tous et à celles et ceux qui nous ont suivis à distance. Je vous l'ai dit ce matin, hein, je crois qu'on est à peu près 200 à participer à ces journées. Il nous restera à définir le format pour l'an prochain et pour dans 2 ans. En général, on dit qu'on fait 1 an à Paris, 1 an en province ou en région. Je ne sais pas comment il faut dire. Moi, je dis en province parce que je suis provincial au départ, donc ça ne me gêne pas du tout de dire en province. Donc, il faudra qu'on définisse une ville, si effectivement c'est dans 2 ans. Il faut également qu'on décide si, ça m'a été suggéré hier soir par pas mal d'entre vous, si vous souhaitez qu'on ne fasse une réunion qu'en présentiel une fois dans l'année plutôt que de manière hybride. Je vous propose d'y réfléchir d'ici la rentrée. Puis si ça vous va, je vous ferai voter en début octobre, parce que la démocratie, c'est un peu important. Et donc, voilà. À tout bientôt et merci beaucoup.